Salut les burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Dans les minutes qui suivent, vous allez rencontrer Cindy. Cindy, c'est la super maman et super aventurière. Parce que moi, je trouve que les deux font la paire, et vous allez vite le découvrir dans cet épisode. Vous risquez d'être bluffé et vraiment d'avoir les poils qui se dressent sur le bras. Moi, ça a été mon cas. Frisson garanti, passion, émotion. Bonne écoute. Bon Cindy, prête pour passer un moment de confidence toutes les deux? Oui. Ready? Et je veux bien que tu me racontes un peu ton parcours en fait de vie avant le burn-out. Et puis, ce que je voulais te dire avant qu'on commence, c'est que qu'on va parler surtout de défis, d'aventures, de sport. Alors, je m'appelle Cindy. J'ai 40 ans depuis décembre. Je suis mariée depuis... je sais plus. Depuis bientôt 7 ans. Et nous sommes ensemble depuis bientôt 17 ans. C'est ça qui compte. Voilà. Je me définis peut-être en deux phases. J'étais une jeune femme super bruyante, joyeuse, extravertie dans toute mon adolescence, ma jeunesse, hyper curieuse. Je faisais de la danse, je faisais de la musique, je faisais du chant, un peu de tennis mais très en dilettante en fait. Et puis après sont arrivées les études où là je suis partie à l'étranger, j'ai commencé à faire de la coloc, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et j'ai rencontré mon mari qui je ne savais pas qu'elle allait être mon mari. Je suis repartie à l'étranger. Donc voilà, j'ai vécu ma vie pleinement. C'était génial. Et la première grosse phase un peu dure, quand on fait une école de commerce, on nous dit, on nous vend du rêve. Ah, on va venir vous chercher, vous allez trouver le job de vos rêves, vous serez payé super bien. Et là, en fait, la réalité nous vient à la figure et non, ça se passe pas comme ça. J'ai galéré, j'ai mis 9 mois à trouver un job. Période de chômage super dur, je comprenais pas. Et puis, on vivait à Toulouse à l'époque. Et mon mari est nantais, moi je suis bordelaise. Un ami de la famille m'a dit, mais tu sais, dans les banques, ça recrute, tu devrais y aller. Alors la banque, je dis, non mais moi j'ai pas fait des études de finance, c'est à 10 milieux de moi. Il cherchait quelqu'un qui parlait anglais, je revenais d'Australie, donc je me suis dit, pourquoi pas. Puis ça me faisait revenir à Bordeaux, un CDI dans une grosse structure. Je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, c'est une porte d'entrée. Puis après, j'irai faire sûrement de la com ou du marketing ou des relations publiques dans ce milieu-là. Et pourquoi pas. D'accord. Et donc, je suis rentrée en avril 2015 par la petite porte sur une plateforme téléphonique pour être téléconseillère bilingue. Voilà, ça m'a mis le pied dans cette entreprise. Et pour ceux qui connaissent Bordeaux, voilà, j'étais proche des quais, donc c'était top. J'étais trop contente de rentrer à Bordeaux. Oui, voilà. Oui, d'accord, ok. Et puis le CDI aussi. Rêve du CDI, enfin. Bien. Tu le ressentais comme ça à l'époque? Ah mais vraiment, c'est un début, il faut mettre le pied à l'étrier et puis après on verra vers où ça me mène. Mais j'avais hyper confiance. D'accord, ok. Hyper confiance. Et ensuite? J'ai avancé doucement, je suis restée 2 ans et demi par là. Et puis mon mari, lui, a eu une proposition de travail vers Lyon. J'ai évolué, j'ai réussi à choper un poste au marketing. Donc là, j'étais contente parce que je me suis dit, ouais, ça revient un peu plus vers ce que moi j'ai fait comme études et tout ça, donc c'est cool. J'ai été hyper déçue par ce poste parce que en fait, toute la partie stratégique était au siège à Paris et que nous, en banque régionale, en fait, on faisait que du marketing descendant, opérationnel et on était des petits moutons à descendre des choses. Enfin, c'était très inintéressant en fin de compte et j'avais un patron monstrueux. Voilà. D'accord, ok. À te hurler dessus pour rien dans un open space où tout le monde apprécie. Peut-être que là, il y a eu des prémices. En tout cas, ça ne te convenait pas.
Par contre, voilà, donc au même moment, donc mon mari, sur la fin de cette période de marketing qui a aussi duré à peu près 2 ans, mon mari a eu une proposition à Lyon. Moi, je suis tombée enceinte et du coup, bah, ça m'a permis, toujours une fois, ce sont des grands groupes bancaires, donc ça m'a permis de partir vers Lyon en restant dans la banque. Bon, t'as voyagé. J'ai voyagé, j'ai bougé. Et puis là, donc j'ai eu ma première fille, Ava, qui a 10 ans aujourd'hui. J'ai adoré la partie relation client, c'était génial. J'ai adoré la partie technique d'apprendre, même pour moi en fait, pour tout le monde. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe une assurance. Pour moi, c'était enrichissant personnellement. Ok. Par contre, là encore, deuxième abruti en chef. Voilà, j'ai eu de la chance. Vraiment, il avait une réputation dans toute la banque. Il y a toujours des gentils, des gens intelligents et des gens bêtes. J'ai eu des petits accidents de vie de parcours. J'ai fait une fausse couche. Parce qu'elle était quand même un peu chamboulant. Et puis mon mari a eu la bonne idée de retrouver un poste à Bordeaux. On a dit on va pas bouger encore tout de suite parce que ça va être trop compliqué. D'accord. Quand mon mari est reparti vivre à Bordeaux, je suis repartie au siège et on m'a proposé un poste d'assistante de direction. Et le RH a insisté en me disant mais si vous allez voir, c'est un poste qui pourrait vraiment vous plaire et tout ça. Et finalement ça par contre ça a été une super révélation parce qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les gens, avec des services. Sauf le rythme qui était un peu dur d'être seule à Lyon à gérer un enfant, à aller bosser, c'était pas évident. Et puis ça tombait bien parce que c'était un remplacement de 9 mois. C'était défini, ça nous laissait le temps de voir si on allait derrière rebouger et ça arrangeait tout le monde en fait. Cette période s'est terminée, on a pu rentrer à Bordeaux, j'ai recontacté ma RH de Bordeaux et en fin de compte, il y avait une personne qui allait partir à la retraite. Te revoilà à Bordeaux, sur les quais. Voilà, pas loin des quais, dans le centre, ça c'est sympa. Du coup, j'ai pris ce poste. Là, je suis tombée sur un patron génial. Ça a accroché tout. Bon, entre-temps, j'ai eu des accidents de parcours. J'ai refait des fausses couches, malheureusement. Mais bon, à la fois, j'ai adoré ce poste parce que enfin, on me laissait être moi-même sur ce poste, c'est-à-dire avec un peu ma dinguerie. C'est-à-dire que je pouvais chanter dans les couloirs et manger du fromage à 10h du matin. Ça posait pas. Donc là, ça m'a permis de me retrouver un peu avec moi-même. Par contre, aimant ce poste et aimant les gens avec qui je travaillais, je me suis vraiment donnée à 3000%. Et là, c'était quand même un peu fatigant. Et puis j'ai eu, donc en 2015, j'ai eu enfin la chance d'avoir ma deuxième fille, la petite Amy, une petite tornade. Alors par contre, ma grossesse, j'ai été arrêtée tout de suite, du jour au lendemain. Donc là, ils ont dû un peu se débrouiller sans moi. Et là, pendant 7-8 mois allongée sur mon canapé, je commençais à pas mal cogiter en me disant, n'empêche que ça commence à faire bientôt 12 ans où je suis dans cet établissement, que dès le début, j'ai jamais voulu être vraiment dans la banque, que en fait, je me suis laissée porter parce que c'était très arrangeant. Mais quand même, là, pendant cette deuxième grossesse, j'ai commencé à énormément me questionner et me dire, non, mais là, t'es pas en phase avec toi de toute façon. Faut être honnête. Et je suis revenue quand j'ai repris mon poste après ma grossesse. Là, ça commence à être très différent. Mais il y a plein de choses que je supportais pas. Et puis, on est rentré dans une phase aussi. Toute la banque allait être structurée, en fait. Ok. Donc, là, ma direction allait sauter. J'allais être forcément projetée ailleurs. Et en janvier 2017, j'ai ma petite qui a été très malade, qui est rentrée à l'hôpital brusquement, suite à une Escherichia coli, en fait. Et qui a développé une bactérie qui s'appelle alors la bactérie, je te donnerai pas le nom, mais en fait, elle pétait toutes ses globules rouges et tout son organisme pouvait être atteint. D'accord, très grave. 15 jours aux soins intensifs. Bon, heureusement, tout allait bien après. Pardon, j'en profite, les mamans, pas de fromage au lait cru et de viande crue pour moins de 6 ans. Le petit message à passer, voilà. Donc là, je suis revenue, pareil, la banque m'a énormément accompagnée pendant cette période, mais j'étais plus en phase. Vraiment. Tu avais cette certitude-là, en fait. Hein. Ouais, au fond de moi, il y avait un truc qui allait pas. Et je prends quand même la décision, je me dis non mais ça y est, il faut que je parte faire ce que je veux. J'ai envie de monter ma propre entreprise événementielle, de faire les événements comme j'ai envie, de pas faire le reste de la banque autour qui m'ennuie. Je vais monter ma boîte, je vais tenter. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je retrouverai derrière quelque chose, je ferai autre chose, c'est pas grave. Il faut que je parte. Donc j'en parle à ma RH en leur disant que je veux monter un truc en parallèle. Je prenais sur mon temps perso, les week-ends, les soirées, les matins. Alors, au début, ça s'est fait tout doucement. Il fallait d'abord faire toute la partie administrative, commencer à faire des recherches de comment j'allais prospecter. Je déclare ma société et je commence donc à faire tout ça. Et en mai, donc la restructuration à l'intérieur de la banque continue.
Et on me dit, tu vas changer donc de service et je passe à la direction commerciale. Moi, je suis là à mon poste en attendant de voir, parce que donc tout est un peu flottant. Je passe des journées entières à ce poste où je me fais, comment on dit, je m'ennuie beaucoup, poliment. Et je me dis, mon Dieu, mais moi j'ai tellement de choses à faire à côté pour ma boîte. Mais bon, je reste parce que j'ai toujours très très peur de sauter dans le vide en fait. D'accord. Parce que j'ai bien pensé à faire une rupture conventionnelle, mais il nous est dit haut et clair dans la banque que la banque ne le fait pas. En novembre, avec cette nouvelle direction générale, les choses vont changer, que la direction commerciale va être rattachée à une nouvelle personne, à l'ancien chef du marketing. Et là, quand on m'a dit ça, et là c'est sorti. Et là j'ai fait, ah mais alors là vous oubliez tout. C'est niette. Fallait pas te titiller trop loin, c'est ça? Mais là c'était juste pas. Moi, Ouais. j'étais tellement fatiguée depuis très longtemps dans tout ce que j'avais donné. Dans ma deuxième fille qui m'avait fait des soucis, qui en plus dormait très peu, qui était aussi une tornade, le boulot. Cette période où à la fois on a eu énormément d'activités, puis d'un coup plus rien, où en fait on est fatigué de ce rien, enfin c'était très bizarre. Et alors là on m'annonce que je vais retrouver cette espèce de monstre là. Et là j'ai fait non, c'est pas possible. Mais j'en tremblais dans le bureau, j'en ai même pleuré parce que je leur ai dit non mais vous le faites exprès ou c'est pas possible, vous vous rendez pas compte de cette personnalité. Autant je suis une personne, j'ai un gabarit, je suis grande, je suis pas énorme, mais j'ai des formes, enfin voilà. Et il est très attiré par ce salopard, par des jeunes femmes très minces et très jeunes. Donc c'était à la limite du harcèlement sexuel. Donc, et par contre sur ses employés, c'était la limite du harcèlement moral, à nous brailler dessus, à nous. Donc moi je lui avais déjà rentré dedans avant de partir à Lyon une première fois, donc déjà parce que je me laissais pas faire. Mais là, je pouvais pas. J'avais pas l'énergie pour parce que j'avais plus 25 ans hein, quand même. J'allais avoir 40 ans, donc il avait pas intérêt à venir me titiller de trop. Mais j'avais pas la force. C'était non. J'ai dit un non, mais non. Catégorique. Non, mais certainement aussi, t'as dû te reprendre en pleine face toute la mémoire. Ah ouais, ça a été corporel. Ça m'est remonté. La RH m'a vu en fait, Ouais. m'a vu devenir dingue quoi. Et Tu m'en donnes des frissons. pas possible. Elle me dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas remonté quand vous avez 25 ans? Je fais, mais parce que moi, j'allais partir à Lyon, je voulais pas qu'on bloque ma mobilité. Je me disais que ça se savait, que c'était, voilà, qu'il avait des appuis. Enfin, genre, à 25 ans, on monte pas contre son N+1 comme ça, quoi. J'étais trop jeune, j'avais pas assez de recul et d'expérience pour, je me laissais pas faire face à lui. Mais par contre, pour aller remonter un problème en RH, c'était trop gros pour moi, en fait. Ok. Donc voilà. Juste avant qu'ils me proposent ce poste-là, ils avaient envisagé un autre poste pour moi. Finalement, je suis passée assistante de direction auprès du directeur général, ce qui n'allait pas du tout avec mes projets de me libérer du temps. Mais laissez-moi tranquille. Comment leur dire non une fois que je voulais pas bosser avec l'autre? Enfin bon, c'était compliqué. Et ben j'ai pris le poste. Ok, ça en fait des choses. Et là, je m'en souviendrai longtemps parce que c'est le jour où j'arrive sur mon poste, le monsieur de la direction financière qui vient me voir et qui nous annonce le décès d'une de nos collègues à 42 ans à son bureau. Et là, l'incompréhension totale en fait. Et ça m'a foutu une claque, mais une claque de malade. Elle avait 42 ans, sa collègue l'a appelée pour déjeuner, elle n'a pas répondu et elle l'a retrouvée par terre. Quoi. D'accord. Ouais, c'est violent. Et c'était hyper violent. Et juste une aparté, quand je suis allée avec les burn-out et que j'ai fait des sessions pour mieux comprendre le burn-out, on s'est rendu compte que ça pouvait aller jusqu'à l'AVC ou la crise cardiaque. Et je sais que c'était une femme qu'elle aimait son travail, mais par contre, elle était ultra dévouée et à s'en donner corps et âme. Et il y a un moment donné, je sais que je l'avais vue 2 semaines avant et qu'elle me disait qu'elle était crevée parce que son petit aussi lui faisait aussi la misère. Elle avait elle avait 2 enfants aussi et une vie de dingue à la maison. Donc là, je prends ce poste dans ces conditions-là où je suis vraiment pas bien, chamboulée, il n'y a rien qui va. La fatigue, c'est de pire en pire. Et là, je suis pas en fait. J'arrive plus à faire mon job. Je connecte pas, mais je m'en rends pas compte et je fatigue. Et je m'y reprends à 10 fois où je renote les choses. J'essaye de faire des tableaux pour m'organiser. J'oublie des trucs. Je me sens nulle parce que je me dis mais j'y arrive pas, putain, mais c'est pas possible. Juste avant les vacances de février, je suis vraiment ultra fatiguée. Mon mari me dit non mais va voir le médecin, c'est plus possible. Ouais. Je fais limite presque des malaises à chaque fois qu'après le déjeuner, je suis pas bien. Et le médecin me voit et me dit ouais non mais là faudrait faire une pause là quand même, faudrait que vous arrêtiez, vous avez une petite tension.
Non, mais c'est bon, c'est les vacances de février dans pas longtemps. Je vais m'arrêter là, une semaine, ça va me faire du bien. Non, non, j'ai des trucs à avancer, il faut finir. M'arrêtez pas. Ok. Donc voilà. Mais par contre, ces vacances de février, je me pose énormément de questions. Ouais. Puis, comme je suis toujours en train d'essayer de monter ma boîte et j'active mon réseau, je fais des soirées un peu réseau d'entrepreneurs. Et donc, c'est les vacances de février, je suis très mal. Je vais à cette soirée, je me présente, je dis que je suis entre deux. Et je tombe sur une nana qui est RH pour un très gros groupe d'une autre entreprise, qui vient me voir et qui me dit non mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça là. On voit bien que tu as envie de monter ta boîte. Je dis ouais mais je peux pas sortir de l'autre quoi. Sinon j'aurais rien et financièrement c'est pas jouable. Et elle me dit non non mais toutes les boîtes disent qu'ils font pas de rupture conventionnelle. Mais si tu as un vrai projet, que t'es pas fâché avec eux et que tu as vraiment envie, il n'y a pas de raison qu'ils te le fassent pas quoi. Et là je fais ah ouais non mais non non enfin j'y crois pas. Et elle me dit bah bon là je dis des choses. J'espère qu'il n'y a pas de RH qui écoute. Et là, elle me dit, tu sais, de toute façon, au pire du pire, tu fais un abandon de poste. Hein? Non, mais jamais. Mais jamais. Trop loyal. Moi, je suis pas fâchée avec ma Ouais. boîte. Ils m'ont proposé des bons postes. Je peux pas leur faire ce coup-là. Enfin, je leur dois beaucoup. J'ai passé quand même de bonnes années aussi. Enfin, non, 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 non. Et puis, je discute aussi toujours cette semaine de vacances avec un monsieur qui est entrepreneur et qui est chef d'entreprise. Et je lui fais part aussi de ces inquiétudes-là. Et il me dit pareil. Mais non, mais pareil. Ça s'est toujours bien passé avec ta boîte et que tu as un vrai projet derrière, mais on peut comprendre ça et on t'accompagnera. Ah bon, mais t'es sûr, mais t'es sûr. Mais oui. Donc, je reviens début mars. J'ai pris la décision, je me dis, ok, je vais tenter le coup. Alors là, la fille extravertie, je vous raconte pas. Hein. C'est tout petit dans mon tutu, retourner dans son coquille. J'imagine. Donc je rentre, je ferme la porte, on me dit asseyez-vous. Je fais oui, vous devez savoir que j'ai déclaré que j'essaye de monter une entreprise en même temps. Il me fait oui, oui, tout à fait. Bon bah voilà, j'aimerais vraiment pouvoir m'y mettre un peu plus, enfin en fait un peu, enfin 100% quoi. Il me dit mais vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de temps? Non en fait j'ai besoin d'argent. Mais il m'a fait ah, je comprends. Écoutez, j'appelle le RH, on va s'arranger. Oh, mais j'en crois pas à mes oreilles. Je me dis, mais mon Dieu, je suis je sautille à l'intérieur de moi, je suis trop contente. Je me dis, enfin, est-ce que ça vous va si on vous libère pour juin? On est en mars, je me dis, ouais, effectivement, le temps de trouver quelqu'un, de faire une passation sur un poste aussi un peu gros, bon, ok. Je lui dis, ça me va très bien. Deuxième saut intérieur. Ouais, deuxième sourire intérieur et joie intérieure, mais ça dure pas longtemps en fait, tu vois. Et le lendemain, quand je vais au boulot, je me dis, ben, je devrais être libérée en fait. Je devrais me dire que ça y est, c'est bon, c'est enclenché, je vais pouvoir souffler et tout. Mais non, je suis toujours pas bien, je suis pas libérée, je suis toujours méga fatiguée. Et puis bon, les choses s'enchaînent, on trouve assez rapidement une remplaçante, et j'y arrive toujours pas, j'y arrive vraiment pas. Et pareil, les après-midi, j'ai des sortes de malaise, je suis pas bien. Le soir, quand je rentre à la maison, je me tiens sur les murs des maisons pour rentrer chez moi, tellement j'ai des vertiges. En fait, je me sens toujours pas bien. Un matin, je me lève, je prends mon petit-déj et je fais un malaise même après avoir mangé. En fait, je tombe légèrement sur mon canapé là avant de partir au boulot. Et du coup, je vais voir le médecin et le médecin, il prend ma tension. Je suis à 8,5. Il écoute mon cœur. Votre cœur, il prend même pas le relais de votre tension basse. Il bat même plus vite en fait. Il est au ralenti. Et il me dit là, c'est stop. Il me fait mon arrêt de travail, donc pour 15 jours. Je rentre à la maison, j'appelle le boulot en disant bah non, là c'est pas possible. Et là, sur mon arrêt de travail, il a écrit burn-out. Ok. Et là, je fais hein? What? Parce qu'en fait, là, on n'en a pas parlé. Il m'a pas dit le mot à moi en face. Ouais. Je le vois écrit sur mon arrêt de travail. Et là, je dis mais burn-out, mais je sais ce que c'est. Enfin, j'ai lu. Et j'étais dans une phase où j'avais pris une décision, et puis j'aimais bien aussi ce que je faisais avant. Enfin, je comprends pas, c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis, enfin, on entend dépression un peu derrière, puis moi ça me parle pas. Ça, enfin, je me dis non, c'est pas ma personnalité, je comprends pas. Et puis là, ben voilà, on rentre dans la phase de burn-out. D'accord. Le mot est dit. Ouais, c'est ça. Pour tout te dire, en fait, j'accepte pas. Ouais, bah, tu m'étonnes pas, Cindy. C'est étrange, mais je n'accepte pas. Non, oui, c'est étrange. Non, mais là, t'étais cramée, ma biche. Ouais.
Exactement. Et le mot d'ordre du médecin, c'était vous ne faites rien. Mm. Rien du tout. Repos. Vous dormez, vous faites plus à manger, votre mari prend le relais. Vous faites le minimum du minimum obligatoire, mais vous ne faites rien. Pour ta santé. Ok. Je fais rien, mais je me dis, j'ai envie de lire. J'ouvre une page, incapable de lire. Ok. J'ai envie de faire... Non, incapable. Bon, ben je fais rien. Et effectivement, je fais rien et ça me fait du bien. Je dors. Voilà. Ça a duré combien de temps? C'est tombé sur des vacances. Donc en plus, j'avais pas les enfants. Donc ça, c'était top. J'avais pas à me lever le matin sur cette période-là. Donc ça a duré 15 jours. Ensuite, je suis allée sur le bassin chez mon beau-père. On a fait le week-end de Pâques, je crois que ça devait être ça. Mais c'était très dur. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit. Je suis restée un peu beaucoup dans ma chambre, voilà. Et derrière, j'ai commencé à ramener les enfants à l'école, donc je me levais pour elles. Mais je crois que la période, ça a duré presque un mois. D'accord. Un bon mois. J'étais encore prolongée de 15 jours en 15 jours. Et ben, à cette période-là, il y a un an à peu près, là, le 20 mai par là, ouais. Ok. J'ai demandé à mon beau-père s'il m'autorisait à venir quelques jours. Il a une maison sur le bassin, cette grande chance, à m'installer là pour que je prenne du temps parce que j'arrivais plus non plus avec les enfants. Je supportais plus le bruit aussi. C'est ça que j'ai oublié de préciser dans cette période de janvier-février, là, juste avant. Et quand il y avait du monde qui me parlait, 2-3 personnes qui me parlaient en même temps, je supportais plus du tout. Donc, je suis venue, en fait, une semaine, là. Te ressourcer. Ouais, la période juste avant que je vienne aussi, ça a été aussi une période d'acceptation. Et c'est pour ça que je suis contente de faire ce podcast parce que moi, c'est beaucoup de témoignages et d'émissions qui m'ont aidée, en fait, sur le burn-out. Quand j'ai vu que nos émotions brûlaient, oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus non plus d'émotions pour mes enfants. D'accord. T'étais détachée. Ouais. Okay. Ouais. Depuis le décès de ma collègue et cette prise de poste là janvier, je ressentais plus rien pour mes enfants. Pour personne d'ailleurs, pour rien. Je ressentais plus rien. C'était le vide total. Et c'est là que j'ai appris qu'on brûlait de l'intérieur, que nos synapses brûlaient pour nos connexions neuronales. Et je me suis dit, ah ben je comprends mieux en fait. C'est pas que j'y arrivais pas. Oui. Quand on comprend et qu'on réalise que oui, ce sont des symptômes et qu'on n'a rien de, entre guillemets, d'anormal, oui, c'est une maladie, des symptômes, j'ai commencé à accepter. Je sais pas, ça, tout d'un coup, ça rentrait dans une normalité. Une légitimité. C'est pas juste un côté dépressif. Je sais pas, que c'était une autre sorte de maladie en fait. Tu vois, je sais pas comment dire. Si, je comprends. Ouais. J'ai accepté le non-burn-out, j'ai accepté la maladie. Par contre, ce que je n'ai pas du tout accepté, c'est quand j'ai commencé à entendre, il vous faudra presque plus d'un an pour vous en remettre. Ton médecin qui te parlait de cette durée Mon médecin m'a juste dit, il m'a pas donné de période, mais m'a dit ça va être très long. Ouais, mais c'est que veut dire quoi très long? Je me suis vue aussi poser cette question. C'est dans les témoignages que j'entendais toujours 9 mois, 1 an, voire 12 mois, 18 mois. Quoi. D'accord. Et ça, j'avais vachement de mal à l'accepter là. Moi, je veux retrouver mon énergie. Et ça faisait un moment déjà que, avec les enfants, la vie, j'avais perdu beaucoup d'énergie, de cette énergie dont je parlais, donc quand j'étais jeune. Et ça, je veux me retrouver, je veux retrouver la fille que j'étais, quoi. Mais mon corps, il suit pas. Il veut pas. Si tu veux, l'énergie, elle est pas là, elle est pas là. Ouais. Et là, s'en est suivi une très longue période. Voilà, jusqu'à l'hiver dernier. De cheminement. Déjà à partir de septembre, ce qui a été vu, c'est qu'il fallait que j'avance avec ma situation professionnelle parce que je restais en arrêt de travail et puis bien sûr la sécu au bout de 6 mois m'est venue sur le dos, donc ça a été un truc pas très drôle. Non. Et là j'ai commencé à accepter parce que je commençais à faire un peu de cuisine, à poster des trucs sur Instagram et tout ça. Mais du coup, je me sentais fautive et donc je me retenais de faire plein de choses. Je me suis dit, bon, il faut que je passe le cap, il faut que je vois si je peux finir cette rupture conventionnelle dont on avait parlé. Et alors là, par contre, gros flip. Hein. C'est bon, je suis partie du jour au lendemain alors que j'étais censée faire une passation et partir tranquille. Et je leur fous un arrêt de travail de 6 mois dans la gueule. Enfin, je me dis... je sais pas, c'était noir dans ma tête, je me disais ça va pas le faire. Je voyais un email d'abord à ma RH et là elle me fait un mail et elle me dit bah oui sans problème, très bien, on se voit quand Alors je dis j'ai pas envie de venir au siège forcément, est-ce qu'on peut se voir ailleurs parce que j'ai pas envie de croiser des gens de mon travail. Oui, c'est tout à fait compris. Et franchement ça s'est super bien passé. Ma RH est arrivée, elle avait tous les papiers, elle m'a dit voilà comment ça se passait et à décembre vous serez libérés, le papier il est signé, vous passez vous faites la rupture. D'accord. Bon, super. Un grand point en moins, c'est ça? Je sentis vraiment la page qui se tourne. Oui. La page du livre qui se dit waouh. Donc c'était un grand livre. Je viens de fermer ce livre. Et maintenant? J'ai un peu de nostalgie, mais je sais que je vais pouvoir en ouvrir un autre maintenant. Voilà.
J'ai un petit sentiment de, tu sais, un livre que tu as quand même bien aimé, qui te met il te laisse quelque chose. Il t'a remué, voilà, mais maintenant, voilà. La dernière de couve vient d'être posée, retournée, et c'est parfait. Et là, j'ai eu un vrai soulagement. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, je sais qu'il faut du temps, et ben, je vais prendre ce temps. Et je vais pas la société que j'ai montée, ben, tant pis, je la mets en suspens, je verrai si j'y vais ou si j'y vais pas. Et je vais prendre le temps de me reconnecter à moi, enfin d'essayer en tout cas. Et voilà, je vais laisser les choses venir et je vais prendre du temps et je vais m'occuper que de moi. Et voilà. Et puis les sentiments étaient revenus aussi avec mes enfants quand je prenais le temps de les amener à l'école et de plus les jeter parce qu'il fallait vite que j'aille au boulot et de leur faire des câlins avant qu'elles rentrent dans l'école. Donc après ce livre-là, le 2e tome, il a fallu l'ouvrir. Et ouais, et je savais pas à lui prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la couverture ou le premier chapitre de ce livre? Enfin, je le connais moi, mais j'ai hâte que tu m'en parles. Alors, le mois de novembre, tranquillou, walou, bon, rien de spécial, je me traîneau, je me fais mes petites affaires, etc. Et puis, redécembre va être mon anniversaire, à nouveau. 10 jours avant mon anniversaire. J'ai une copine qui m'envoie un texto et qui me dit ça va être compliqué parce que il y avait quoi à cette époque-là? Il y avait encore des grèves de gilets jaunes ou je sais plus quoi, enfin des grèves de SNCF. Elle me dit genre je sais pas si on va être pile là pour ton anniversaire. Je dis ouais non t'abuses. Et dans la foulée elle m'écrit un message, elle me dit et sinon ça dit d'aller faire un raid en Islande, un raid sportif. Je suis morte de rire toute seule dans mon canapé. Elle a craqué. Alors je lui réponds ouais si tu veux on en reparle mais t'es complètement folle. Bon, ok. Puis elle insiste sur son texto, me fait ouais non mais si vraiment j'ai vu un truc, ça a l'air génial. Je te rappelle que toi quand il fait en dessous de 25 degrés t'en peux plus du froid déjà. Et je te rappelle que moi depuis 20 ans j'ai pas fait un peu de sport sauf à part un peu de yoga quoi. Et encore en dilettante. Parce que les épreuves c'était genre 10 km de trail, 10 km de ski de fond, 10 km de... T'en rigoles. Je me dis non mais ça va pas bien la tête. Non mais vraiment. Et là, elle commence vraiment à me chercher un petit peu. Mais si, allez, en plus c'est pour tes 40 ans, avec ton burn-out et tout, c'est une vraie étape, ça serait génial. Mais je reste sur l'idée qu'elle est vraiment folle parce qu'elle se rend pas compte de sportivement, moi, que c'est impossible. Et là, au bout d'un moment, elle me dit, bon, bah, je suis déçue, me voyais vraiment faire ça avec toi, il va falloir que je fasse ça avec quelqu'un d'autre. Et alors là, que ça m'a un peu pincé le cœur, que je me suis dit, ok, je me sens pas capable, mais alors par contre, si dans 3 mois, je la vois revenir... Ah oui, parce qu'entre-temps, je regarde le dossier, et là, je lui dis, non mais ton truc, ma biquette, c'est en janvier. C'est pas dans quelques mois, c'est pas dans 6 mois, c'est en janvier. Et je me dis, dans 2 mois, je vais la voir poster des images de là-bas, le faire. Okay. Même si elle n'aura pas réussi, elle l'aura fait, et elle y sera allée, et moi, je serais trop deg d'être restée dans mon canapé. Faut pas te mettre au défi, quoi. Hein. Ah là, ça m'a Ouais, je vois ça. Et puis, les choses en entraînant une autre, à un moment donné, il faut prendre une décision. Il fallait s'inscrire et payer pour les frais d'inscription du dossier. Qu'elle me lâchait pas, que ça faisait une semaine, que ça me commençait à me titiller de plus en plus. Et que malgré tout, jeune, j'avais fait beaucoup de sport et de danse. Et que ça faisait longtemps que j'avais envie de retrouver une énergie sportive. Et je me suis dit, au moins, ça va me foutre un beau coup de pied au cul. Ça va m'obliger à aller me faire du sport. Bah là, oui. Et il y a un moment donné, on a dit, allez, banco, on y va, c'est parti, allez, hop. Et puis, tant pis, hein. Puis on verra bien. Puis le but, c'est de revenir vivante, quoi. Hein, surtout. Ne pas congeler. Ouais. Du coup, moi, j'ai lu, Cindy, sur un de tes posts Instagram, tu as écrit « Ce raid m'a définitivement changé ». Ouais, pourquoi ça m'a changé? Parce que cette expérience, donc c'était un raid 100% féminin, avec des personnalités incroyables. J'ai rencontré des femmes, parce que c'était pour une association pour la prévention du cancer du sein. Ouais. Donc des femmes en rémission qui ont couru, des personnes donc très jeunes ou autres plus âgées, des personnalités, parce qu'il y a des grandes personnalités sur ce raid. Une ancienne championne de France de foot. Et parce qu'en fait, tout est possible en fait. Ça me paraissait totalement impossible. Il faut juste mettre un pied devant l'autre et oser faire les choses. Alors, on est très fiers. On n'a pas fini dernière. C'était l'objectif. Moi, mon objectif était de juste terminer les épreuves. Mais pour Alex, ses filles l'avaient défié de pas finir dernière. Donc, j'étais obligée aussi de pas finir dernière. Oui, forcément. C'est 33 sur 40. Donc, on était très fiers. On vous le dit. On s'est pris une belle claque. Au-delà du sport, ça a été dur, je vous dis pas, hein, j'en ai bavé, mais les paysages, on s'en est pris plein la tronche. Mais les rencontres, les personnes avec qui on a échangé, qui nous ont parlé de leur aventure, de leur chemin de vie, parfois
très simples, très chouettes, des aventurières, parce qu'il y avait des personnes qui ont fait Koh-Lanta ou autre, donc voilà, des vraies guerrières, et d'autres guerrières qui se sont battues contre la maladie, qui se battent pour le cancer du sein, mais il y avait aussi des femmes qui étaient là pour se battre pour l'enfant d'un ami qui était atteint d'une maladie très rare, ou une dame qui était atteinte de Parkinson ou autre. Et toutes ces femmes qui sont pas forcément toujours toutes sportives et qui se défient de se mettre un pied devant l'autre et un support, une énergie qui vous tiennent la main, qui vous aident, qui sont là sur le parcours, qui vous encouragent. Et c'est toute cette énergie folle qui vous porte sur un truc comme ça et pas que le muscle en fait. Ouais. Bon, j'ai senti que finalement j'avais vraiment pas assez de muscles. Hein, donc là maintenant je continue le sport parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Parce que ça m'a tellement porté, ça m'a tellement fait du bien. Et c'est surtout, je me suis dit que le changement passe par l'action. Et que oui, on a beau, alors je suis la première à me faire alors c'est pas très chic à dire, mais des masturbations cérébrales, hein, voilà. Torturer le cerveau. Et j'ai appris énormément sur moi. J'ai appris qu'en fait, j'avais énormément de confiance en moi, mais très peu d'estime de moi. D'accord. Je procrastine énormément, j'ai toujours plein d'idées, mais je n'agissais pas. Et en fait, j'ai compris que, surtout quand on a peur, il faut faire le premier pas. L'action amène à l'action et le fait de oser, ouais. Et que la peur, c'est un sentiment, il est là, il est existant, il est normal. On a peur, c'est la peur du vide, la peur de la mort, la peur, c'est normal. Mais la seule chose qui peut contrecarrer la peur, de toute façon, c'est d'agir. Oui. Et de oser. Et de tester, de faire son expérience. Et... Bravo, t'as compris ça grâce à ce rêve, quelque part. J'ai lu récemment, il y a une Burnett là qui vient de poster, ça fait presque un an, elle a fait, je la salue, hein, je l'embrasse fort. Je la connais pas, mais je l'embrasse fort. Ça fait un an qu'elle cherche, qu'elle a fait beaucoup de développement personnel, qu'elle cherche beaucoup à trouver ce qu'elle est. Et ben, je t'annonce, Pépette, que moi non plus, je sais toujours pas où je vais, mais j'y vais. J'adore. Mais oui, t'as raison, Cindy, c'est ça. Mais oui, complètement. Donc, comme tu disais, récemment, mon compte Insta, je l'ai transformé. J'adore j'ai toujours aimé manger, faire la bouffe. C'est des moments très particuliers. Et cette période, effectivement, de confinement a fait que, en fait, je m'étais lancée beaucoup dans de l'écriture avant le confinement. Mais le fait d'avoir les enfants à la maison, de faire les devoirs, je pouvais plus trouver de temps suffisamment calme pour le faire. Donc, je fais plutôt de la cuisine parce que c'est participatif avec les enfants et autres. Donc j'ai fait tout ça, puis je me suis rendu compte que c'est un truc vraiment que j'ai toujours aimé, mais je sais pas, je serai pas chef, je vais pas en faire un métier, mais je me dis c'est pas grave, je construis quelque chose, peu importe ce que c'est, je le construis et je continue. Et pour la peine, avec le confinement aussi, j'ai eu la chance que le raid d'Arcachon, toujours organisé par des fidèles, soit reporté à septembre. Je le précise si vous voulez aller voir mon raid dans les stories permanentes et le lien vers des fidèles. Donc mon compte Insta, Camomille et Tartiflette, ça n'a rien à voir avec Cindy. Et du coup, Arcachon, voilà. Donc, je vais aller le faire. Il y a 10 km de run and bike, il y a 10 km de canoë et 13 km de trail sur 3 jours. Et donc là, je me réentraîne. Du coup, je refais du vélo, je me remets. C'est le fait d'avoir un raid m'oblige vraiment, parce que je vous le dis, hein, après le raid, j'ai continué à faire un peu de sport, mais je m'étais vachement relâchée. Tant que je m'étais pas inscrite à ce nouveau raid, je m'y remettais pas vraiment. Et le reste, je vous le dis, hein, je sais toujours pas. Il y a des moments, oui, ça m'inquiète. Je me dis, voilà, je vais pas tenir. Septembre va arriver vite après. Mais je sais que il faut être vrai, il faut être soi, et les choses s'emboîtent après. Exactement. Même si on le voit pas. Exactement. Et surtout être dans l'action. Je trouve que tu es vraiment sur le bon chemin et que tu n'as pas eu toutes ces... Merci, me félicite. Non, mais c'est ça, tu n'as pas mené toutes ces actions-là ces derniers mois et même années avec ce projet professionnel pour rien, en fait. Ça va forcément être utile un jour ou l'autre. Ça va comme tu dis, s'imbriquer. Ce projet, il est en train, il n'est pas éteint totalement, mais je pense qu'il faut que je l'affine. Je pense que je vais toujours faire de l'événementiel, mais je pense que je vais l'affiner. Ça sera peut-être de l'événementiel, peut-être autour d'ateliers debout, auprès des enfants ou autre chose. Ça s'affine. Et j'essaye pas de me mettre face à un papier et un crayon pour réfléchir trop à ce que c'est. Je fais, et au fur et à mesure, en fonction des retours, des échanges avec les autres. Par contre, je communique beaucoup autour de moi, parce qu'il faut pas garder pour soi les choses. Les autres nous amènent beaucoup de choses, et chaque échange est constructif et ne nous vole rien. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est des chapitres là encore du livre. Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, ma psy me l'a redit, comme je vous le disais, parce que je suis suivie, bien sûr. Et elle me dit, je ne comprends pas, créative comme vous êtes, comment vous avez pu tenir 15 ans dans une banque. Mais ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup d'humour, Cindy, aussi. Il faut laisser sa part créatrice aller venir. Et il y a des gens qui arrivent, et ben pourquoi pas vous? Il faut trouver pourquoi on est fait exactement. Moi, c'est un mélange de plein de choses. Moi, j'aime ce que je fais. Et ben je fais et je suis vraie avec moi. J'essaye pas de faire autre chose. Là, j'ai l'impression que tu as vraiment retrouvé cette manière de pétiller, tu vois, ce que tu nous disais dans les premières minutes du podcast. Ça me refait par petits bouts, mais avant, j'étais tout le temps comme ça. 24/24. Mais tu vois, on va éteindre le podcast et je vais aller me reposer un peu. Ouais, quand même, c'est ça, c'est s'écouter toujours. Hein. Ouais, c'est important. Ça progresse. Il y a du progrès. Et pour toutes les filles qui savent qu'il y en est ou où elles iront, notez vos progrès. N'hésitez pas à vous rappeler de ces moments où vous avez progressé. Soyez gentils avec vous. Serrez-vous vous-même dans vos bras. Je sais pas, moi, parfois, je fais ça aussi. Je fais une projection de moi et je fais comme si c'était moi qui me serrais dans mes bras. Merci. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous, pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elle Burn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!